Oui, alors oui, ça aussi c'est un combat qui est très difficile à gagner, hein, je pense même l'avoir perdu. Mais j'avais écrit en 2000 un article qui s'intitulait Le repos du neutre, où j'expliquais, c'était dans une revue féministe en plus, où j'expliquais que je trouve pénible et problématique qu'on se voit systématiquement assigné à son sexe, quel que soit les circonstances, quel que soit le contexte. Je pense que là encore, il faut faire une distinction des arènes. Il y a des situations dans lesquelles le fait qu'on soit un homme ou une femme n'a pas à être considéré comme pertinent. Bon. Et notamment la situation professionnelle, bon. Et notamment le statut de chercheur. Bon. Et notamment aussi le fait d'occuper des fonctions politiques les fonctions sont indépendantes de la personne qui les occupe. Et donc, ces fonctions doivent rester neutres. Or, on a en français un outil formidable qui est le genre masculin, qui est en même temps un genre neutre. C'est-à-dire que selon les circonstances, nous savons très bien que quand on dit le professeur va vous interroger, ça peut être un homme comme une femme, parce que c'est pas forcément un homme. Et donc, cette plasticité de la langue française qui nous permet d'utiliser le neutre lorsque c'est nécessaire, moi j'ai envie de la garder parce que pour moi c'est une protection et encore une fois je n'ai pas envie que des militantes m'obligent systématiquement à me positionner comme une femme alors que ça n'est pas forcément pertinent. Voilà. Et donc je plaidais pour ce repos du neutre et donc pour cette suspension de la différence des sexes dans le langage lorsqu'encore une fois elle n'est pas pertinente et donc pour le maintien du masculin neutre pour les noms de fonction et les noms de profession. Bon. Là encore, c'est un combat qui est extrêmement difficile à mener. Moi, je pense qu'il faut dire Madame le ministre. Le ministre, c'est la fonction. Madame, c'est la personne. Et cette distinction entre la personne et la fonction me paraît fondamentale, ne serait-ce que pour éviter que des personnes s'arrogent la propriété d'une fonction, hein, et s'approprient cette fonction comme si elles étaient un élément de leur personne, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est mon premier combat pour un féminisme universaliste, c'est-à-dire un féminisme qui prône la suspension de la différence des sexes lorsque celle-ci n'est pas pertinente et qui, du même coup, permet de considérer qu'il y a un destin commun aux hommes et aux femmes et qu'on n'a pas à systématiquement différencier les deux sexes. Ça peut se faire, notamment dans le contexte privé où alors la différence des sexes est un terrain de jeu formidable et que je ne voudrais surtout pas abandonner, mais dans le domaine public, c'est pas obligatoire et c'est même souvent pas nécessaire et même pas souhaitable. Bon. Donc c'est cet universalisme de la condition humaine, hein, l'homme au sens du générique de celui qui appartient à l'espèce humaine et non pas du sexe masculin, c'est ça que pour moi, est le vrai féminisme. Le féminisme où l'émancipation ne passe pas par l'affirmation systématique de la féminité, mais au contraire par la mise en avant de ce qui nous rend semblables à tout autre être humain. C'est pour ça que la récente initiative de Elisabeth Borne disant qu'il allait falloir modifier la formule du Panthéon. Vous savez, sur le Panthéon, il y a marqué aux grands hommes la patrie reconnaissante. Comme si grands hommes signifiaient les grands hommes de sexe masculin. Mais c'est vraiment d'une inculture crasse que de croire ça. C'est homme, non pas au sens de wir en latin, mais au sens de homo, être humain. Hein. Tout ce qui nous rassemble en tant qu'être humain. Donc moi, je suis pour laisser aux grands hommes la patrie reconnaissante parce que je me considère comme un homme de ce point de vue-là, c'est-à-dire un membre de l'espèce humaine. Ouais, c'est, si vous me le permettez, old school par rapport à... C'est très old school, je sais bien, mais le problème, c'est que la new school du féminisme différentialiste, hein, qui donc veut à tout prix affirmer l'appartenance au sexe féminin, est un féminisme qu'on appelle différentialiste ou communautariste, c'est-à-dire qui vise à construire une communauté des femmes qui va se retrouver systématiquement opposée à la communauté des hommes et donc à construire des situations d'opposition, de ressentiment, de revanche, d'agressivité, de guerre entre les hommes et les femmes que moi je refuse absolument. Je refuse d'être prise dans une guerre entre les hommes et les femmes. Ouais, en ce moment, ça évolue assez mal.
mal. Ça évolue mal parce que c'est le néo-féminisme, comme on dit maintenant, qui a pris le haut du pavé. Et beaucoup de jeunes femmes féministes s'imaginent qu'être féministe, c'est être dans ce néo-féminisme-là, c'est-à-dire un féminisme communautariste qui ne parle qu'en termes de genre et qui veut systématiquement affirmer que nous sommes des femmes en toutes circonstances, ce qui est d'ailleurs, ils sont même très contradictoires puisque en même temps, elles voudraient aussi dégenrer les toilettes et mettre fin à la binarité de l'opposition entre les sexes. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire dans la position du néo-féminisme. Mais alors c'est pas le seul sujet intellectuel où il y a des contradictions en ce moment, mais est-ce que la revendication de l'identité est pas propre au néo-féminisme? C'est une espèce oui, mais de pas n'importe quelle identité, d'une identité construite sur une caractéristique biologique auquel les personnes ne peuvent rien. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'identitarisme, qui est commun au néo-féminisme, qui est commun au combat néocolonial, enfin en tout cas décolonial plutôt, contre le racisme. Je suis évidemment totalement antiraciste, mais je n'aime pas les formes décoloniales qu'a prises le néo-antiracisme de la dernière génération. On pourra en reparler avec le chapitre suivant. Et donc, je pense qu'il y a une erreur dans l'idée que il faudrait inscrire son rapport à l'identité de façon systématique dans des caractéristiques biologiques auxquelles on ne peut rien. Moi, ce dont je suis fière, c'est d'avoir une identité inscrite dans des choix que j'ai faits. Mais parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a maintenant, ce que je voulais dire en disant qu'il y a un identitarisme qui fait que donc il y a les femmes qui vont se définir avant tout en tant que femmes, les racisés en tant que racisés, mais du coup les hommes blancs, alors je sais pas si ils se ont fait aspirer par le même phénomène ou si c'est en réaction, mais on a aussi donc on a les hommes qui sont des grandes victimes du complot féminin, on a les blancs qui sont victimes du grand remplacement. On a le suprématisme mâle qui est une réaction à cet identitarisme. Ouais. Ah oui, c'est évident. Parce que ça se trouve c'est la même, c'est simplement que tout le monde est dans une revendication identitaire, c'est un bain tout à fait, commun. Et c'est un bain dont on mesure mal à quel point il est récent. Il date il y a quelques années en France, parce qu'il a été importé des États-Unis. C'est-à-dire que c'est un bain qui est directement issu d'une culture multiculturaliste et communautariste américaine, qui fait qu'aux États-Unis, les gens ont des droits en tant qu'ils appartiennent à une communauté. Alors qu'en France, nous avons des droits en tant que nous sommes un individu, membre de la collectivité nationale, donc de la République, c'est la conception républicaine de la citoyenneté, et c'est à ce titre que nous avons des droits, mais l'appartenance à des communautés quelles qu'elles soient ne nous confère aucun droit. Et ça, c'est quelque chose qui est inaudible dans les pays de tradition communautariste, notamment aux États-Unis. Or, c'est cette tradition communautariste qui a déboulé en France il y a quelques années et qui est venue entièrement modifier le logiciel du féminisme, de l'antiracisme, de la lutte contre l'homophobie. Et c'est quelque chose à quoi nous assistons et qui nous laisse pantois. Et quand je dis nous, c'est tous les gens de gauche qui, comme moi, ont été des féministes de la première heure, des antiracistes, etc., des partisans, évidemment, de l'égalité des homosexuels par rapport aux hétérosexuels. Bon. Et c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, auquel on a beaucoup de mal à résister, et qu'on appelle maintenant le wokisme, et d'où mon combat.